moins que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend de quelle manière obligeante, on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens. Tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Et c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Et il a raison, encore. Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître, t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il est obligé à partir? Non pas. Mais à but de pays, je connais à peu près le train des choses, et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan? Il pourrait faire cette injure au chaste-feu de Don Elvire? Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si lâche. Eh oui, sa qualité. La raison en est belle et c'est par là qu'il s'empêcha des choses. Mais les 5 nœuds du mariage le tiennent engagé. Ouais, mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être. S'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Je ne comprends point comme après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusque à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Don Elvire en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je. Comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grand-peine à le comprendre, moi. Si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire. Je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui. Et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, Internos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, en pourceau des piqûres, en vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire, et traite de billevesée tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse, crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûterait rien à contracter, il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toute main, dame,
Demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud, ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce sera un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris? Échange de couleurs à ce discours? Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Il me voudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui. Et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur, méchant homme, est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments, et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais. Séparons-nous. Écoute, au moins je t'ai fait cette confidence avec franchise. Et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Quel homme te parlait là? Il a bien de l'air, ce me semble, du bon Gusman de Don Elvire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il en cette ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié. Et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas, et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Mon Dieu! Je sais mon Don Juan sur le bout du doigt. Et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de lien en lien. Et n'aime guère demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Monsieur, Quoi, parle? assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirais franchement que je n'approuve point votre méthode. Et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrées la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige.
Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par son hommage le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire revenir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau nous vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire, enfin, il n'y a rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie comme vous débitez. Il semble que vous avez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire. Je le sais, car vous tournez les choses d'une manière qui semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. Vous avez les plus belles pensées du monde. Et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire, une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. Tu feras bien. Mais monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment, quelle vie est-ce que je mène, hein? Fort bonne. Mais par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. Y a-t-il rien de plus agréable? Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré... Va. C'est une affaire entre le ciel et moi, et nous la démêlerons bien ensemble, sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel. Et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh là, maître Sot. Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face, osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel? Et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes? C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous, à vouloir vous mêler de tourner en raillerie.
ce que tous les hommes rêvèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis, et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que... Paix! De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur. Et qu'entraîné par ses appas, je l'ai suivi jusque dans cette ville. Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Ah, fort bien, le mieux du monde, et il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui. Mais cette grâce n'était pas peut-être le ressentiment des parents et des amis. Ah, Et- n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles et j'ai recours au dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai une petite barque et des gens avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle. Oh, monsieur! Hein? C'est fort bien à vous, et vous le prenez comme il faut. Il n'y a rien de tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes afin que... Rencontre fâcheuse. Traître, tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé! Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous n'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur. À douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons chaque jour avaient beau me parler. J'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Et j'écoutais avec plaisir mille chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur.
Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie. Et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez. N'importe quelle bouche j'entende ses raisons. Allons, parle donc à madame. Que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le veut ainsi. Me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Je n'ai rien à répondre, vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis-je? Madame. Quoi? Monsieur. Si. Madame. Les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité... Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour. Et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens. Assurez que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre. Et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. Et pour ne croire pas qu'avec vous davantage, je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous empêchent autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et je crains le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirerait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée, et que j'allasse en vous retenant me mettre le ciel sur les bras? Que pas! Scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Sganarelle, le ciel. Vraiment oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres.
Madame, il suffit! Je n'en veux pas ouïr davantage et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non. Non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore. Le ciel te punira perfide de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre. allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Ah, quel abominable maître me vois-je obligé de servir! Notre-Dame Spianro, tu t'es trouvé là bien à point. Porquienne, il ne s'en est pas fallu les poisseurs du nez plein qui ne se saillent en aillés tous deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les a renversés dans la mare. Oh, bien, Charlotte, je m'en vais de côté tout feindré comme cela est venu. Car comme dit l'autre, je les ai le premier avisé le premier, je les ai. Enfin donc, j'étions sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tard que je nous gesquions à la tête. Car comme tu le sais bien, le gros Lucas aime à batifoler, et moi parfois, je batifolie tout. En batifolant donc, puisque batifoler, j'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait dans l'eau et qui venait comme envers nous par secousses. Je voyais ça fixiblement. Et puis tout d'un coup, je voyais que je ne voyais plus rien. Hé, Lucas, sais-je fait. Je pense que v'là des hommes qui nagent là-bas. Voir, ce m'a-t-il fait? T'as été au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble. Pas le sang ken, sais-je fait. Je n'ai point la vue trouble. Ce sont des hommes. Point du tout, ce m'a-t-il fait, t'as la barlue. Veux-tu gager, sais-je fait, que je n'ai pas la barlue, sais-je fait, que ce sont deux hommes, sais-je fait, qui nagent en droit ici, sais-je fait?
Morken m'a-t-il fait? Je gage que non. Oh, ça sèche fait. Veux-tu gager? Dis seul que si. Je le veux bien, m'a-t-il fait. Et pour te montrer, v'là j'en suis jeu, m'a-t-il fait. Moi, je n'ai point été ni fou ni étourdi. J'ai bravement bouté à tard 4 pièces tapées et 5 sols en tout. J'ai renégé aussi argument que si j'avais avalé un var de vin. Car je sais hasardeux, moi, et je vais à la débandade. Et je savais bien ce que je faisais pourtant. Que knier. Oh. Enfin donc, je n'avons pas plutôt eu gagé, j'avons vu les 2 hommes tout à plein qui nous faisant signe de les aller quérir, et moi de tirer auparavant les enjeux. Allons Lucas, sais-je dit, tu vois bien qui nous appelons, allons vite à le secours. Non, m'a-t-il dit, ils m'ont fait perdre. Oh, donc tant qu'il n'y a qu'à la parfum pour le faire court. Je l'ai tant sarmené que je nous sommes boutés dans une barque. Et puis j'avons tant fait qu'un quart que je les avons tirés de l'eau. Et puis je les avons menés chez nous auprès du feu. Et puis s'en sont dépouillés tout nus pour se sécher. Et puis il y en est venu encore un de la même bande qui sait qui en sauvé tout seul. Et puis Mathurine est arrivée là, à qui l'on a fait les 12 yeux. Voilà justement Charlotte. Comme tout ça c'est fait. Ne m'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Oui. C'est le maître. Il faut que ce soit que gros monsieur, car il a du d'or à son habit, tout depuis le haut jusqu'en bas, et ceux qu'ils servent sont des monsieurs eux-mêmes. Et cependant, un tout gros monsieur qu'il est, il serait par ma fique naillé si je n'aviais été là. Oh, ardez un peu. Par quel, sans nous, il en avait pour sa main de fer. Est-il encore chez toi tout nu, Pierrot? Non, mon Dieu, que d'histoire et d'angigorni au bouton ces messieurs-là, les courtisans. Je me perdrais pour moi là-dedans. Et j'étais tout ébobi de voir ça. Et tiens, Charlotte, ils avons des cheveux qui ne tenons point à leur tête. Et ils boutonnent ça après, tout comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qui ont des manches où j'entrerions tout brandi, toi et moi. En lieu d'autre chose, ils portent un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. En lieu de pourpoint, de petites brassières qui ne le venons pas jusqu'au brichet. Et en lieu de rabat, un grand mouchoir de cou à Reusio avec 4 grosses houppes de linge qui leur pendent sur l'estomac. Et ils avons et tout d'autres petits rabats au bout des bras et de grands entonnoirs de passement aux jambes. Et parmi tout ça, tant de rubans que c'est une vraie piquier.
Il n'y a pas eu qu'aux souliers qui n'en soyons farcis. Tout depuis un bout jusqu'à l'autre. Et ils sont faits d'une façon que je me reprends le coup avec. Ah! Ah! Par ma fille Pierrot, faut que j'aille voir un peu ça. Oh! Écoute un peu auparavant, Charlotte, j'ai que qu'autre chose à te dire, moi. Eh ben dis! Qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que je débonde mon cœur. Je t'aime. Tu le sais bien. Les sommes pour être mariés ensemble, mais... Marken, je ne suis point satisfait de toi. Comment? Qu'est-ce que c'est donc, Iglia? Iglia, que tu me chagrènes l'esprit, franchement. Et comment donc? Ma testiquelle, tu ne m'aimes point. Oh, Nexa! Oui, ce n'est que ça, et c'est bien assez. Mon que Pierrot, tu me viens toujours dire la même chose. Je te dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Et si c'était pas toujours la même chose, je te dirais pas toujours la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Jernigan, je veux que tu m'aimes. Est-ce que je t'aime pas? Non, tu ne m'aimes pas. Et si je fais tout ce que je pille pour ça? Je t'achète sans reproche des rubans à tous les marciers qui passeront. Je me romps le cou à t'aller dénicher des marles. Je fais jouer pour toi les vielleux quand je vais à ta fête. Et tout ça comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu, ça n'est ni bio ni honnête de n'aimer pas les gens qui nous aimons. Mon Dieu! Je t'aime aussi. Oui, tu m'aimes d'une belle dégaine. Mais comment veux-tu donc qu'on fasse? Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand l'on aime comme il faut. Ne t'aimes-je pas aussi comme il faut? Non. Quand ça est, ça se voit. Et l'on fait mille petites sageries aux personnes quand on les aime du bon du cœur. Et regarde la grosse masse, comme elle a sauté du jeune Robin. Elle est toujours autour de lui à l'agacer, elle n'est jamais en repos. Toujours, elle y fait... Que kniche, ou les baille que taloche en passant. Et l'autre jour qu'il était assis sur un escabeau, elle fait tirer dessous lit et elle fait choir tout son lot par terre. Jarny, v'là où l'on voit les gens qui aiment. Mais toi, tu ne me dis jamais mot. T'es toujours là comme une vraie souche de bois. Et je penserais 20 fois devant toi que tu ne te grouillerais pas pour me bailler le moindre coup. Ou me dire la moindre chose. Votre Ken, c'en est pas bien après tout. Elle était trop froide pour les gens. Mais que veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur. Et je ne me pire au fond. Il y a une humeur qui ken. Quand on a de l'amitié pour les personnes, l'on n'en baille toujours que petite signifiance. Mais enfin, je t'aime tout autant que je pire. Et si t'es pas content de ça, eh ben t'as qu'à en aimer que compte. V'là pas mon compte. T'estiguer si tu m'aimes, dirais-tu ça? Pourquoi aussi viens-tu me te rabuster l'esprit? Manquer que de mal te fais-je. Je ne te demande qu'un peu d'amitié. Eh ben laisse faire aussi, et ne me presse point tant. Peut-être que ça viendra tout d'un coup. Sans y songer. Touche donc là, Charlotte. Eh bien, qui a... Remets-moi d'où que
tâcheras de m'aimer davantage. Mais faut que ça vienne de lui-même. Pierre, est-ce là ce monsieur? Oui, le voilà. Oh mon Dieu, qu'il est gentil. Mais que ça aurait été dommage qu'il lui ait été naillé. Je reviens tout à l'heure. Je m'en vais boire Chopin pour me rebooter tant soit peu de la fatigue que j'ai eue. Nous avons manqué notre coup, Sganarelle, et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe, et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours criminels. Mais, coquin que vous êtes, vous ne savez ce que vous dites, et monsieur sait ce qu'il fait. Alors... D'où sort cette autre paysanne, Sganarelle? As-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément. Autre pièce nouvelle. D'où me vient, la belle, une rencontre si agréable? Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Ah, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez tout honteuse. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête, de grâce. Ah, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents. Je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne. Cela vous plaît à dire. Je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous, Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela, et c'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligée, si ça est. Point du tout. Vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis, et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Regarde un peu ses mains. Fille, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Ah, que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su ça tantôt, j'aurais pas manqué de les laver avec du son. Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée, sans doute? Non, monsieur. Mais je dois bientôt l'être avec Poirot, le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non. Non.
C'est profaner tant de beauté. Et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduite ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, sans doute, mais quoi? C'est en effet, Charlotte, de votre grande beauté. Et on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Aussi vrai, monsieur. Je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire, mais... On m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs. Et que vous autres courtisans êtes des enjôleux qui songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. Il n'a garde. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer. Non. Non. J'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non, ne craignez point, il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Ah, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fauves dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis, votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je l'avoue, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Mon Dieu, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas? Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, belle Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous, et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables que le ciel... Mon Dieu, ne jurez point, je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez que soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Tout doucement, monsieur. Tenez-vous, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop. Et vous pourriez gagner la purésie. Qui m'amène cet impertinent? Je vous dis que vous teniez et qu'on ne caressait point nos accordés. Que de bruit. Jernigan, c'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Laisse le frère aussi, Pierrot. Comment? Que je le laisse faire? Je ne veux pas, moi! Tigane! Parce que vous êtes monsieur! Vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe! Allez-en caresser les vôtres! Et... Défilez! Ne me frappez pas! Jerniquet! Votre quai! Pas son quai! Marquez là! Ça n'est pas bien de mettre les gens! Et ce n'est pas là la récompense de vous avoir sauvé! D'être naillé! Ah! Pierrot! Ne te fâche pas! Je
me veut fâcher. Et t'es une vilaine, toi. T'endurer contre cajole. Oh, Pierrot, c'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser. Et tu dois pas te bouter en colère. Bon, Jeannie, tu m'es promise. Ça n'y fait rien, Pierrot. Si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien à ce que je devienne madame? Jeannie, quel non, j'aime mieux le voir crever que de te voir un autre. Pierrot, ne te mets pas en peine. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose. Et t'apporteras du beurre et du fromage chez nous. Oh, tranquille. Je n'y emporterai jamais. Quand tu m'en paierais 2 fois autant. C'est donc comme ça que t'écoutes ce qu'il te dit. Markel! Si j'avais su ça tantôt, je me serais bien gardé de le tirer de Glio et je lui aurais baillé un bon coup d'aviron sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Jerniken, je ne crains personne. Attendez-moi un peu. Je me moque de tout, moi. Voyons cela. J'en avons bien vu d'autres. Eh, monsieur, laissez là ce pauvre misérable. C'est conscience de le battre. Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Je veux lui dire, moi. Ah, je vous apprendrai. Te voilà paix de ta charité. Teste soit du marouf! Je m'en vais dire à sa tante, tous mélangés. Enfin. Je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes. Et je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses du monde. Que de plaisir quand vous serez ma femme. Et que... Monsieur? Que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous veut Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler, voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi? Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis cela dans la tête. Comment donc, Mathurine? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne lui ôterez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais. Elle est obstinée comme tous les diables. Vraiment? Ne lui dites rien, c'est une folle. Je pense. Laissez-la là, c'est une extravagante. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Je gage qu'il va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ça n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains, c'est moi. Et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dites. Vous vous moquez des gens, c'est moi. Encore un coup. Le vlaquer pour le dire si j'ai pas raison. Le vlac est pour me démentir si je ne dis pas vrai. Est-ce monsieur que vous lui avez promis de l'épouser? Vous vous raillez de moi? Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pensée? Vous voyez qu'elle le soutient. Laissez-la faire. Vous êtes témoin comme elle l'assure. Laissez-la dire. Non, non, il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre baie jaune. Oui, Charlotte,
Je veux que monsieur vous rende un peu Camuse. Monsieur, vue de la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Parlez. Que voulez-vous que je dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qui en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi n'est-ce rien que par là que je peux vous mettre d'accord. Et l'on verra quand je me marierai laquelle des deux a mon cœur. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore, je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Je suis celle qu'il aime au moins. C'est moi qui l'épousera. Oh, pauvre fille que vous êtes. J'ai pitié de votre innocence et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi l'une et l'autre, ne vous amusez point à tous les contes qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Je voudrais bien savoir pourquoi Sganarelle ne me suit pas. Mon maître est un fourbe, il n'a dessein que de vous abuser et en a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain. Et cela est faux. Et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain, il n'est point fourbe. Il n'a pas dessein de vous tromper et n'en a point abusé d'autres. Ah, tenez, le voilà. Demandez-le plutôt à lui-même. Oui. Monsieur, comme le monde est plein de médisants, je vais au-devant des choses et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, qu'ils se gardassent bien de le croire et ne manquassent pas de lui dire qu'il en aurait menti. Sganarelle. Oui, monsieur. Et homme d'honneur, je le garantis tel. Et... Ce sont des impertinents. Monsieur! Monsieur! Je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous! Comment? 12 hommes à cheval vous cherchent, qui doivent arriver ici dans un moment. Je ne sais pas par quel moyen ils peuvent vous avoir suivi, mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé et auquel ils vous ont dépeint. L'affaire presse, et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Une affaire pressante m'oblige de partir d'ici. Mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain au soir. Je veux que Sganarelle se revête de mes habits, et moi... Monsieur! Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagème et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Vous moquez-vous? M'exposer à être tué sous vos habits Allons vite, c'est trop d'honneur que je vous fais. Et bien heureux le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur! Au ciel! Puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point pris pour un autre!
Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessin n'était point du tout à propos. Et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien. Je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui? C'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Et savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération? Que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme. Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'entendais rien. Moi, point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Quel remède encore leur as-tu ordonné? Enfin, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper, j'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges que tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès, et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi, vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez depuis un temps que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits, et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui depuis 6 jours était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner, tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa, à la fin, de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir, et ça le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Eh, laissons là la médecine, vous ne croyez point. Et parlons des autres choses, car cet habit me donne de l'esprit, et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien, Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel? laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Et Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. oui, oui. Aussi peu. Ne croyez-vous pas l'autre vie? Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous? Eh, La peste soit du fat. voilà ce que je puis souffrir. Car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru. Et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois, Oui, je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et que 4 et 4 sont 8. la belle croyance. Les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes. Et que pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, j'ai point étudié comme vous, Dieu merci.
Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander, qui a fait ces arbres-là? Ces rochers? Cette terre? Et ce ciel que voilà là-haut? Et si tout cela s'est bâti de lui-même? Vous voilà, vous par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre, ces nerfs, ces os, ces veines, ces artères, ce poumon, ce cœur, ce foie et tous les autres ingrédients qui sont là. Non, m'interrompez-moi donc si vous le voulez. Je ne saurais disputer si l'on m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par bête malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme. Quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela... n'est-il pas merveilleux que me voilà ici? Et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Je veux frapper des mains. Hausser le bras. Lever les yeux au ciel. Baisser la tête. Remuer les pieds. Aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Bon. Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Morbleu, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe bien que vous soyez damné. Mais tout en raisonnant, je crois que nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Oh là-haut, l'homme! Oh, mon compère! Oh, l'ami! Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que depuis quelque temps il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Et prie-le qu'il te donne un habit sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4, et en 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise.
Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne si tu jures. Tiens. Il faut jurer. Monsieur? À moins de cela, tu ne l'auras pas. Va, jure un peu, y a pas de mal. Prends, le voilà. Prends, te dis-je. Mais jure donc! Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va. Je te le donne pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je là? Un homme attaqué par trois autres. La partie est trop illégale et je ne dois pas souffrir cette lâcheté. Mon maître est un vrai enragé d'aller se présenter à un péril qui ne le cherche pas. Mais ma foi, le secours a servi. Et les deux ont fait fuir les trois. On voit, dans la fuite de ces voleurs, de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse et que... Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait en ma place. Votre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures, et l'action de ces coquins était si lâche que c'eût été y prendre part que de ne pas s'y opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? On était par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite. Et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs qui d'abord ont tué mon cheval et qui, sans votre valeur, en auraient fait autant de moi. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer. Nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se sacrifier, eux et leurs familles, à la sévérité de leur honneur. Puisqu'enfin, le plus doux succès en est toujours funeste. Et que si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. C'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureuse. De ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et toute l'honnêteté de sa conduite. D'être asservi par les lois de l'honneur au dérèglement de la conduite d'autrui et de voir sa vie, son repos et ses biens dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire une de ces injures pour qui un honnête homme doit périr. On a cet avantage qu'on fait courir le même risque et passer mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne serait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? La chose en est au terme de n'en plus faire de secret. Et lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance. Et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur, séduite et enlevée d'un couvent. Et que l'auteur de cette offense est un Don Juan Tenorio, fils de Don Luis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours, et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'il sortait à cheval et qu'il avait pris le long de cette côte. Mais tous nos soins ont été inutiles, et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non. Quant à moi, je ne l'ai jamais vu. Et je l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère, mais la renommée n'en dit pas force bien.
Et c'est un homme dont la vie... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis. Et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en nuire, dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout. Et c'est bien la moindre chose que je vous doive après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal. Mais... quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action. Et ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance. Au contraire, je vous y veux servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis pas m'en empêcher. Mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire raison par lui. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés, mais après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même, et vous n'avez qu'à dire comme vous voulez qu'il paraisse, et vous donne satisfaction. Ma destinée est cruelle. Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis? Faites voir là mes chevaux! Et qu'on les amène après nous, je veux un peu marcher à pied! Au ciel, que vois-je ici? Quoi, mon frère? Vous voilà avec notre ennemi mortel. Notre ennemi mortel? Oui, je suis Don Juan moi-même. Et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Traître! Il faut que tu périsses! Mon frère, arrêtez! Je lui suis redevable de la vie, et sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme. Et s'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule. Et comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est ne devoir rien proprement que d'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur. Ah, je sais la différence, mon frère, qu'un gentilhomme doit toujours mettre entre l'un et l'autre, et la reconnaissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Mais souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance, et lui laisse la liberté de jouir durant quelques jours du fruit de son bienfait. Non. Non. C'est hasarder notre vengeance que de la reculer. Et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici. C'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est blessé mortellement, on ne doit point songer à garder aucune mesure. Et si vous répugnez à prêter votre bras à cette action, vous n'avez qu'à vous retirer. Et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice. De grâce! Mon frère! Ces discours sont superflus. Il faut qu'il meure. Arrêtez-vous! Dis-je, mon frère! Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ses jours! Et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit! Et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Et pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez. Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi. Et loin d'être saisi à son aspect des mêmes transports que je sens, vous faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur. Mon frère, montrons de la modération dans une action légitime et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur, dont nous soyons les maîtres, une valeur qui n'est rien de farouche et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison et non point par le mouvement d'une aveugle colère.
Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi. Et je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins éclatante, au contraire. Elle en tirera de l'avantage. Et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. L'étrange faiblesse et l'aveuglement effroyable d'hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Non! Mon frère! Ne vous mettez pas en peine! Si je fais une faute, je saurai bien la réparer. Et je me charge de tout le soin de notre honneur. Je sais à quoi il nous oblige. Et cette suspension d'un jour que ma reconnaissance lui demande ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de le satisfaire. Don Juan, vous voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous. Et vous devez par là juger du reste. Croire que je m'acquitte avec même chaleur de ce que je dois et que je ne serai pas moins exact à vous payer l'injure que le bienfait. Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite. Et je vous fais juge vous-même des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire. Il en est de violents et de sanglants. Mais enfin, quelque choix que vous fassiez, vous m'avez donné parole de me faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie. Et vous ressouvenez que hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Je n'ai rien exigé de vous et vous tiendrez ce que j'ai promis. Allons, mon frère. Un moment de douceur ne fait aucune injure à la sévérité de notre devoir. Hola. Canarelle? Plaît-il? Comment, copain? Tu fuis quand on m'attaque? Pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. Je crois que c'est habiller purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. Peste soit l'insolent, couvre au moins ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi? Non. C'est un frère d'Elvire. Un. Il est assez honnête homme. Il en a bien usé. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion épuisée pour don Elvire. Et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais. Et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre 4 murailles. Je te l'ai dit 20 fois. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles. Et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Oh, tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du commandeur. Et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez pas là. Pourquoi? Cela
Il n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité et qu'il doit recevoir de bonne grâce s'il est galant homme. Allons, entrons dedans. Oh, que cela est beau! Oh, les belles statues! Le beau marbre! Oh, les beaux piliers! Oh, que cela est beau! Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Parbleu, le voilà beau avec son habit d'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort, et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle bizarrerie! Seigneur, comment... Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Qu'est-ce? Qu'as-tu? Qui donc veux-tu parler? La statue! Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue! Eh bien, la statue. Je t'assomme si tu ne parles. La statue m'a fait signe! Viens, Mao, viens! La peste, le coquin! Elle m'a fait signe, vous dis-je! Allez-vous en lui parler vous-même pour voir, peut-être! Viens, Mao, viens! Je te veux bien faire toucher en toi ta poitrine. Prends garde! Le seigneur commandeur, voudrait-il venir souper avec moi? Je n'en voudrais pas tenir 10 pistoles! Eh bien, monsieur! Allons. Sortons d'ici. Voilà bien de mes esprits forts qui ne veulent rien croire!
Quoi qu'il en soit, laissons cela. C'est une bagatelle. Et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue. Mais monsieur, ne cherchez pas à démentir ce que nous avons vu des yeux, que voilà. Il n'y a rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute pas que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et pour vous retirer... Écoute, si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, te faire tenir par 3 ou 4 et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien? Fort bien, monsieur, le mieux du monde. Vous vous expliquez clairement. Est-ce qu'il y a de bon en vous que vous n'allez pas chercher de détour? Vous dites les choses avec une netteté admirable. Allons, qu'on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Monsieur, voilà votre marchand, Monsieur Dimanche, qui demande à vous parler. Bon, voilà ce qu'il nous faut qu'un compliment de créancier. De quoi s'agit-il? De nous venir demander de l'argent? Et que lui disais-tu? Monsieur n'y est pas! Il y a 3 quarts d'heure que je lui dis, mais il ne veut pas le croire et s'est assis là-dedans pour attendre. Qu'il attende tant qu'il voudra. Non, au contraire, faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire celer aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose, et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double. Ah, Monsieur Dimanche, approchez. Que je suis ravi de vous voir et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fît parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous. Et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Parble, coquin, je vous apprendrai à laisser Monsieur Dimanche dans une antichambre. Et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comment, vous dire que je ne suis pas à Monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. J'étais venu... Allons vite, un siège pour Monsieur Dimanche. Monsieur, je suis bien comme cela. Point. Je veux que vous soyez assis contre moi. Cela n'est point nécessaire. Ôtez ce pliant et approchez le fauteuil. Oh, monsieur, vous vous moquez. Non, je sais ce que je vous dois. Je ne veux point qu'on mette de différence entre nous deux. Monsieur, allons, asseyez-vous. Il n'est pas besoin, monsieur. Je n'ai qu'un mot à vous dire. J'étais... Mettez-vous là, vous dites. Non, monsieur, je suis bien. Je viens... Non, je ne vous écoute point si vous n'êtes assis. Monsieur. Je fais ce que vous voulez. Parbleu, Monsieur Dimanche, vous vous portez bien. Oui, monsieur, pour vous rendre service. Je suis venu... Vous avez un fond de santé admirable. Des lèvres fraîches, un teint vermeil, des yeux vifs. Je voudrais bien... Comment se porte Madame Dimanche, votre épouse? Fort bien, monsieur, Dieu merci. C'est une brave femme. Elle est votre servante, monsieur. Je venais... Et votre petite fille Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est, je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Je vous... Et le petit Colin fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Toujours de même, monsieur. Et votre petit chien Brusquet gronde-t-il toujours aussi fort? Et mord-il toujours bien aux jambes les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur. Et nous le saurions en cheville. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Touchez donc là, Monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'honorez trop. Il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Je n'ai point mérité cette grâce, assurément. Mais, monsieur... Oh, ça, Monsieur Dimanche, sans façon, voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur. Il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Allons vite, un flambeau pour conduire Monsieur Dimanche. Et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Monsieur, il n'est pas nécessaire. Et je m'en irai bien tout seul, mais... Comment? Je veux qu'on nous escorte et je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur et de plus, votre débiteur. Monsieur... C'est une chose que je ne cache pas et je le dis à tout le monde. Si... Voulez-vous que je vous reconduise? Oh, monsieur,
Vous vous moquez, monsieur. Embrassez-moi donc. S'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai! Il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Et je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose, que quelqu'un s'avisât de vous donner des coups de bâton. Vous verriez de quelle manière. Je le crois. Mais Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Ne vous mettez pas en peine. Il vous paiera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Si, ne parlez pas de cela. Comment? Ne sais-je pas bien que je vous dois? Oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent! Vous moquez-vous? Je veux! J'entends! Ah, d'accord! Si! Si, vous dites! Monsieur! Voilà, monsieur, votre père! Voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut. Quand nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toutes heures à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Oh, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non! Non! La naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent et de ne point dégénérer de leur vertu si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang.
Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature. Que la vertu est le premier titre de noblesse. Que je regarde bien moins aux noms qu'on signe qu'aux actions qu'on fait. Et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non, insolent. Je ne veux point m'asseoir ni parler davantage. Et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions. Que je saurais, plutôt que tu ne penses, mettre une borne à tes dérèglements. Prévenir sur toi le courroux du ciel et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour, et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Ah, monsieur, vous avez tort. J'ai tort? Monsieur, C'est tort! oh oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit, et vous le deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils, lui dire de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme, et sans autre sottise de pareille nature. Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, qui savez comme il faut vivre? J'admire votre patience, et si j'avais été en votre place, je l'aurais envoyé promener. Complaisance maudite, à quoi me réduis-tu? Me fera-t-on souper bientôt? Monsieur, voici une dame voilée qui vient vous parler. Que pourrait-ce être? Il faut voir. Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette donne Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout,
qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi! C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici, pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue grâce au ciel de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue. Et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite. Et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larmes. Si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme! Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie. Ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre! Je m'en vais après ce discours. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard, demeurez ici. On vous y logera le mieux qu'on pourra. Non. Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je. Ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis.
Sais-tu bien que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle? Que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre, et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Vite à souper! Fort bien. Sganarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, là. Oui, ma foi, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous. Oh! Qu'en dis-tu? Rien. Voilà le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Parle donc. Qu'as-tu là? Rien. Montre un peu. Parbleu, c'est une fluxion qui lui est tombée sur la joue. Vite, une lancette pour percer cela. Le pauvre garçon n'en peut plus et cet abcès le pourrait étouffer. Attends. Oui, comme il est ému. Ah, coquin que vous êtes. Ah, monsieur, pardonnez-moi. Je voulais voir si votre cuisinier n'avait point mis trop de sel ou trop de poivre. Et voilà. Et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soupé. Tu as faim, à ce que je vois. Non, ben je le crois bien, monsieur. Je n'ai point mangé depuis ce matin. Oh, tâtez de cela. Voilà qui est le meilleur du monde. Mon assiette! Mon assiette! Donnez-nous, s'il vous plaît! Vertu bleue! Petit compère! Que vous êtes habile à donner des assiettes nettes! Et que vous savez présenter à boire à propos. Qui peut frapper de cette sorte? Le diable nous vient troubler dans notre repas. Je veux souper en repos, ouais, qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire. Je m'y en vais moi-même. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il? Qui est là? Allons voir, et montrant que rien ne me saurait ébranler. Une chaise et un couvert. Vite donc. Pauvre Sganarelle, où te cacheras-tu? Allons, mets-toi à table. Monsieur, je n'ai plus de faim. Mets-toi là, te dis-je. À boire. À la santé du commandeur. Je te l'apporte, Sganarelle. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai pas soif. Waouh. Et chante ta chanson
pour régaler le commandeur. Je suis enrhumé, monsieur. Il n'importe. La Violette, allons, accompagnez à sa voix. Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et conserver sa table pleine de cervelas et de Jean, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui. J'irai accompagné du seul Sganarelle. Je vous rends grâce, il est demain jeune pour moi. La Violette, prends ce flambeau. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Quoi, mon fils? Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme je dois, faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par là le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue. Je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont satisfaits, et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils. Et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère. Partagez avec elle les doux transports du ravissement où je suis.
et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Oh, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste, le bonheur. Comment le bonnet? Quoi, tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire, et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi, ce n'est pas... Vous ne... Votre... Oh, quel homme! Quel homme! Quel homme! Non, non, je ne suis point changé et mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas, mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire, où je veux me contraindre pour ménager un pain dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Scanarelle, t'en faire confidence. Et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et de véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien du tout, et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Oh, quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit à force de grimaces une société étroite avec tous les gens du parti qui en chacun se les jette tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont répit adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit, que si je viens à être découvert, je verrai sans me remuer prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous
ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Ô ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte, je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qu'il vous plaira. Battez-moi, assommez-moi de coups. Tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur, que je ne connais pas, l'homme est en ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre n'est point la mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote, a de la prudence. La prudence n'est pas dans les jeunes gens doivent obéissance aux vieux, les vieux aiment les richesses font les riches ne sont pas pauvres, les pauvres ont de la nécessité n'a point de loi. Et qui n'a point de loi vit en bête brute. Par conséquent, vous êtes allé à tous les diables. Oh, beau raisonnement. Après ça, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Je vous trouve à propos et suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis en votre présence chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le scelle point. Je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie, et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, et de corriger désormais par une austère conduite
tous les dérèglements criminels ou m'apporter le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessin, Don Juan, ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessin que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde et je me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi, vous voulez que je me paye d'un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? Le ciel ordonne de la sorte. Nous souffrirons cette tâche en notre famille. Prenez-en au ciel. Quoi? Toujours le ciel. Le ciel le souhaite comme cela. Mais... Il suffit. Don Juan, je vous entends, ce n'est pas ici que je veux vous prendre, et le lieu ne le souffre pas, mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur, et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons de vrai. Nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pire que tout le reste, et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère, et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Va! Le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Ah! Monsieur, c'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. Entendez-vous, monsieur? Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître ses voix. Ah, monsieur! C'est un spectre! Je le reconnais au marché. Spectre! Fantôme! Ou diable! Je vais voir ce que c'est! Ciel! Voyez-vous, monsieur, ce changement de figure? Non, non! Rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je veux éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Monsieur, rendez-vous à tant de preuves et jetez-vous vite dans le repentir. Non. Non. Il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons. Suis-moi. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller? Donnez-moi la main.
L'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Au ciel! Que songe? Un feu invisible me brûle. Je n'en puis plus. Et tout mon corps devient... Dégage! Dégage! Voilà, par sa mort, chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout, tout le monde est content. Y a que moi seul de malheureux. Dégage! Dégage!